Bonjour à tous, je suis Alban, et aujourd'hui nous parlons d'anorexie mentale. Ce contenu se destine à un public soignant, infirmier, étudiant en médecine ou en psychologie. L'idée, ici, n'est pas de détailler le trouble et ses traitements comme le ferait un cours magistral, mais bien de vous donner des clés de réflexion concernant vos patients souffrant de TCA. Les TCA, vus en psychiatrie, sont très souvent associés à l'anorexie. Mais notez bien que l'obésité morbide, plutôt traitée hors psychiatrie, ou le culturisme à outrance, qui est rarement médicalisé, peuvent être associés à des TCA, et leurs origines peuvent être communes. De même, l'anorexie n'est pas toujours mentale. Elle peut être symptôme d'une pathologie physique, somatique, diraient les Grecs. Un cancer pharyngé, une chimiothérapie émétisante, ou même une simple gastro-entérite, peuvent causer parfois, temporairement, ou plus durablement, une anorexie, une absence d'appétit. Beaucoup d'entre nous, ont déjà, en période de deuil, de rupture, de fatigue, de tristesse, que sais-je, sauté un repas ou deux, passé une semaine à ne manger que quelques aliments sans grand entrain. Nous ne parlerons pas ici de ces anorexies réactionnelles, limitées dans le temps et de faible impact sur la santé. Nous parlerons de l'anorexie mentale, la pathologie, le trouble des conduites alimentaires que vous rencontrerez le plus fréquemment en tant que soignant, en psychiatrie, mais ailleurs également. Nous l'aborderons sous différents angles, en commençant par une très courte partie historique, car beaucoup de fausses idées subsistent à propos de ce trouble, et bien des spécialistes parleront à tort d'un trouble d'apparition moderne, ce qui est faux. Même si le terme est d'origine grecque et signifie absence d'orexie, absence d'appétit, ce serait un anachronisme de penser que cette pathologie est née en Grèce. L'anorexie mentale n'existe pas en Grèce antique, ou du moins, elle n'est jamais décrite comme un trouble. Le jeûne y est fréquent et contrôlé. L'ascétisme est d'ailleurs bien longtemps considéré comme très vertueux. L'Europe fut épargnée par l'anorexie maladie pendant très longtemps, avec un rapport à l'alimentation très codifié par les rites religieux et leurs fêtes. Bien plus à l'est, et 1000 ans avant le christianisme, le jaïnisme, quant à lui, valorise la mort par le jeûne, et pourrait documenter les premiers cas d'anorexie mentale de l'histoire. On pense donc que ce trouble n'est pas moderne, et pourrait même être antique, mais sous des formes différentes, que l'histoire ne retient pas souvent comme une maladie. Si l'on étend ainsi la définition de l'anorexie à des anorexies saintes, on retrouve, en Europe, de nombreuses saintes chrétiennes, dont les descriptions d'époque correspondent étonnamment à une description de l'anorexie mentale, de jeunes filles nobles, très intelligentes, très perfectionnistes, vouées à un bel avenir, cessant de manger presque entièrement à l'adolescence, et entrant rapidement au couvent pour se vouer à Dieu en une sorte de vie sacrificielle, se nourrissant jusqu'à leur mort d'hosties et de vin de messe uniquement. La tradition grecque du jeûne vertueux, comme beaucoup de traditions grecques, sera déformée par le prisme du Moyen-Âge. Ce serait donc, durant cette période, que le jeûne devient très féminin, là où il était traditionnellement masculin en Grèce, et que l'anorexia mirabilis, anorexie miraculeuse, devient de plus en plus fréquente, et notamment à la Renaissance, où l'anorexie devient une véritable épidémie, avec une vie de torture pour de nombreuses saintes entre 1200 et 1600, et des morts atroces, décrites alors comme absolument sublimes. Celle de Catherine de Sienne étant l'exemple le plus connu, je vous invite à rechercher, si l'histoire du trouble vous intéresse,
tout ce qui peut avoir été compté sur cette sainte morte d'anorexia mirabilis. Mais quittons maintenant ce cadre historique que bien peu apprécie pour nous intéresser à des arguments mathématiques, statistiques de l'anorexie, son épidémiologie. Là encore, je serai bref, car les statistiques ne sont que peu claires et probablement sous-estimées. En termes de prévalence, l'anorexie mentale touche environ 1% des filles, 0,1% des garçons, mais 20% des jeunes filles auront dans leur jeunesse des conduites restrictives ou de purge, feront des régimes un peu trop poussés ou auront des traits anorexiques sans déclencher une vraie anorexie. Pour ce qui est de la mortalité, l'anorexie est possiblement la plus létale des pathologies psychiatriques. Une vieille statistique décrit que 20% des patientes décèdent d'anorexie, avec environ 1% de décès par an en cumulatif. Ce qui signifie qu'à 5 ans, 5% des patientes décéderaient, 6 ans, 6%, et ainsi de suite. Cette statistique très anxiogène chute drastiquement une fois la patiente suivie et traitée, les décès concernant surtout, en pratique, des patientes perdues de vue ou qui ne sont pas prises en charge à temps. La faible représentation des garçons vous aura peut-être alerté. Pour ma part, j'aime l'expliquer par un biais rarement pris en compte, une autre forme de TCA, une forme de prise de contrôle sur son corps très différente. Le culturisme, le fitness à outrance, car je ne peux m'empêcher de mettre en parallèle ces jeunes athlètes nourris au blanc de poulet hypocalorique, à l'hyperactivité motrice quotidienne 4 heures par jour dans les salles de sport, et qui continuent à avaler des kilos de protéines bon marché et de stéroïdes anabolisants, malgré les risques qu'ils connaissent, à la façon des jeunes filles anorexiques purgatives se faisant vomir malgré leurs inflammations chroniques de l'œsophage. Peut-être, un jour considérera-t-on cet aspect masculin des TCA, cliniquement très différent, mais partageons bien des aspects avec l'anorexie féminine. Passons maintenant à l'aspect le plus classique, celui que vous connaissez le mieux, celui sur lequel je parlerai le plus longtemps. La clinique. Elle est complexe, polymorphe. La clinique de base, décrite dans les traités, tels que le DSM, nous rapporte des éléments diagnostiques classiques. Ils sont au nombre de 3. Premièrement, la restriction alimentaire, conduisant à un poids corporel significativement bas. Deuxièmement, la peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse. C'est un comportement, il y a des comportements à ce moment-là persistants qui vont à l'encontre de toute prise de poids alors que le poids est bas. Troisièmement et dernièrement, on note une altération de la perception du poids et de la forme du corps. Cette dernière est souvent appelée dysmorphophobie. Je trouve cette définition du DSM très vague, et j'ajouterais probablement certains symptômes classiquement retrouvés, mais pas toujours. Certains traits de personnalité usuels, certaines présentations. Tout d'abord, l'anxiété. C'est un point majeur. L'anxiété permanente, la tension interne, matérialisée par cette roideur excessive de l'anorexique. Plus que l'anxiété, c'est parfois la peur qui se lit sur le visage de la patiente. Une terreur même à la simple idée du regard de l'autre. Cette anxiété, elle se matérialisera sous bien des formes, sera parfois à l'origine même du trouble, notamment lorsque l'anorexie mentale est secondaire à un psychotraumatisme, le PTSD faisant partie des troubles anxieux. Parfois, l'anxiété est en discussion permanente avec l'anorexie, notamment lorsque celle-ci s'accompagne de TOC ou de crises d'angoisse, les deux étant intimement liés. Deuxièmement, je vous parlerai de la rigidité. Le fonctionnement même du trouble dépend d'une inflexibilité quasi à toute épreuve de la psyché de la patiente. On a l'impression de se heurter à un mur épais, lourd et solide
quand on souhaite discuter avec ces jeunes filles, frêles et amaigries. Contradictoire, me direz-vous? Vous ne croyez pas si bien dire. L'anorexie est contradiction. La tristesse de l'humeur est également une quasi-constante, souvent masquée par une sensation de toute puissance, liée au jeûne excessif. Elle reprend le dessus très rapidement, à la moindre prise de poids. Une dépression sous-jacente est à rechercher, une décompensation d'un épisode dépressif caractérisé est toujours une possibilité, dangereuse et à redouter. Le décès de la patiente anorexique étant parfois dû à la faim, parfois dû au suicide. Je parle de suicide, il faut que je vous parle également d'une forme d'anorexie particulièrement grave, vicieuse, et qu'il faut toujours garder en tête. C'est une anorexie secondaire à un état dépressif profond, avec une anorexie au premier plan, mais qui n'est pas une anorexie développée dans une recherche de perfection absolue, de régime jusqu'au boutiste, mais bien un suicide lent. Ce suicide, par anorexie, ce n'est pas une mort violente ou subite, c'est une disparition. Ce n'est pas vraiment mourir, c'est ne plus être. C'est un trait de discrétion poussé à l'extrême chez des jeunes filles, à la voix à peine audible, qui se cachent derrière un masque, une grande écharpe, derrière un corps qu'elles voudraient invisible, intangible, et qui finit par ne plus exister. Autre chose, l'auto-sabotage. C'est une impression quasiment constante. L'auto-sabotage de la petite fille parfaite est un point clinique que je veux soulever. L'anorexique type est classiquement bonne élève, intelligente, cultivée, sage. Son physique est le plus souvent harmonieux dans son enfance et prédit à la petite fille un avenir de belle femme. On a un sentiment d'auto-sabotage chez ces adolescentes qui détruisent méthodiquement cet avenir radieux qui leur sourit. Quelles sont donc les raisons de cette autodestruction, de cette déconstruction d'une personne en formation? La cohabitation d'une adolescente explosive et d'une petite fille modèle est probablement un point de réflexion à cette question. Il y a d'un côté une adolescente incontrôlable, d'un autre, un enfant idéal qui souhaite le rester. D'un côté, les règles, les seins, les hanches, des envies, des hormones, toutes non désirées. De l'autre, s'oppose le sérieux d'un enfant qui a enfin appris à maîtriser son corps. À peine a-t-il appris à se servir de ses jambes pour courir et de ses mains pour écrire, à peine son corps semble-t-il dompté que l'adolescence viendrait lui voler tout contrôle sur lui-même. L'anorexique ne peut l'accepter. Quelques philosophes d'un autre temps déclaraient que la femme ne pouvait se contrôler, qu'il s'agisse de ses menstruations ou de ses humeurs. C'est à croire que la patiente anorexique a pris cette déclaration d'Épicure comme un affront personnel. Elle maîtrisera son esprit par une inflexibilité totale et son corps par la faim. La faible estime de soi est aussi une quasi-constante. L'anorexique se déteste, se voit et se sent grosse, grasse, incapable. Elle se dévalorise et se blâme. On parle d'insécurité interne, de fragilité de l'ego, qui est la représentation de soi, bien évidemment ici très altérée, parfois distordue, parfois brisée. Elle l'est tant d'ailleurs que autrui est très rapidement intrusif, que toute relation est vite anxiogène. Ce qui est affection est vécu comme une menace. Ce qui est désir, de l'autre ou personnel, est vécu comme risque de dépendance et doit être banni, chassé, fui. Le rapport à l'autre devient vite difficile. Le repli sur ce soi détesté semble inévitable. Ce dont j'ai besoin est ce qui me menace. La phrase du professeur Philippe Jamet est ici si juste qu'on pourrait la citer à de nombreuses reprises. C'est une pathologie faisant cohabiter la dualité antinomique d'un narcissisme exacerbé recherchant une perfection illusoire et la détestation de soi. Ce contrôle de soi mènera à l'aménorrhée,
la disparition des caractères sexuels secondaires et le maintien de ce que les anciens appelaient l'âge de raison, de ces enfants paraissant sages et réfléchis entre 8 et 12 ans. C'est un refus d'entrer dans l'âge ingrat, dans l'âge bête, ou plus psychanalytiquement, dans le stade opératoire formel, selon Piaget, qui s'en retrouve d'ailleurs retardé par l'anorexie. Ce stade, c'est le stade d'acquisition de l'abstrait, de l'émission d'hypothèses et de la capacité à tirer des conclusions de ces hypothèses a priori même de leur mise en œuvre. Le stade opératoire formel, c'est également le stade d'acquisition de la mentalisation. Demandez donc à une patiente anorexique ce qu'il se passerait si elle mangeait un carré de chocolat. La réponse vous paraîtra souvent aberrante. Je vais devenir énorme. Ou encore, je risque d'en manger sans pouvoir m'arrêter. Je vais le sentir, le voir, dans mon ventre. Ça fera une bosse dans mon estomac. Autant de réponses qui paraissent presque délirantes, possiblement dues à une immaturité dans le processus d'élaboration de l'hypothèse et de la déduction. Aider la patiente à réfléchir, à éprouver ses hypothèses, sans lui fournir de réponses autoritaires, semble être très important dans la prise en charge. L'argumentum ad verecundiam, ou argument d'autorité, d'après Schopenhauer, ayant peu de prise sur la rigide et froide réflexion de l'anorexique. Ainsi, lui dire « Non, ce n'est pas possible, je suis médecin, je le sais mieux que toi », n'aura pas la moindre influence sur elle, et risquera, à contrario, de lever plus haut encore le bouclier de sa psyché. Essayez, à contrario, l'emploi de l'ironie socratique. Car comme Socrate, vous savez, vous possédez la vérité. Vous savez que le carré de chocolat ne risque pas de se voir sous la peau de son abdomen. Il faudra donc essayer d'amener, par la logique et des questions fines, la patiente à critiquer d'elle-même son idée. Ah bon? Et comment cela se peut-il? Le chocolat tombe-t-il dans l'estomac ou sous la peau? Sais-tu à quelle profondeur se trouve l'estomac? Cherchons ensemble, si tu ne le sais pas. Penses-tu encore maintenant qu'il est possible anatomiquement que ce chocolat d'1 centimètre sur 2 de côté se voit sous ta peau? Le but ici est d'aider la patiente à critiquer d'elle-même la voie VOIX de l'anorexie. Et pour cela, l'intellect souvent bien développé de ces patientes est un bel outil et un allié précieux, mais dont il ne faut jamais se faire un ennemi. C'est tout l'art que développa Socrate et que Nietzsche, grand opposant à travers les siècles, appellera la méchanceté du rachitique. Mais je m'égare. Le mot « délirant » a été dit au paragraphe précédent. Il me faut donc l'expliquer. Je suis encore grasse. Je veux maigrir encore. Sauvez-moi, mais ne me nourrissez pas. Autant de phrases qui nous paraissent délirantes, quasi psychotiques. Si l'on ajoute à cela la petite voix que l'anorexique entend, cette anorexie qui lui parle constamment, nous sommes à 2 doigts parfois de croire en la possibilité d'une pathologie psychotique lorsque nous voyons certaines patientes. Oui, il existe bien un fonctionnement altéré du psychisme. Comment se priver de nourriture aussi longtemps sinon? Oui, la petite voix existe, et oui, la patiente anorexique cohabite dans son corps avec une seconde itération d'elle-même, qu'elle peut parfois appeler petite voix, voire même deuxième personnalité. Les caractéristiques psychotiques de l'anorexie sont mal connues, peu étudiées, rarement au premier plan. On sait en revanche que parmi toutes les classes de médicaments testés sur les anorexiques, seuls 2 ont montré une efficacité, bien que ténue. D'un côté, les antidépresseurs, les ISRS. Nous avons vu tout à l'heure la tristesse de l'humeur, souvent liée. Deuxième classe, certains antipsychotiques. Pour ces derniers, les raisons sont
soit floues, soit très savantes. Mais il n'est pas impossible qu'ils aident à vaincre une certaine rigidité, un certain fonctionnement pathologique de l'anorexie mentale, qu'elle emprunte aux grandes psychoses, telles que la schizophrénie, sans pour autant lui être comparable en rien. La patiente anorexique n'est donc pas à confondre avec une patiente délirante. Elle reste organisée et ne rentrera jamais, sauf anorexie atypique et comorbide, dans des critères de schizophrénie. La famille. Ah, la famille. Il me faut en parler. Car bien des choses ont été dites sur la famille de la patiente anorexique. Tant et si bien que lorsque l'on fait des recherches approfondies sur le sujet, tout a été dit, mais son contraire aussi. D'une accusation quasi unilatérale d'un système familial niant l'individualité au profit d'un cocon fusionnel, nous sommes parfois passés à tout l'inverse. Ainsi, le professeur Howard Steiger, un Québécois, nie tout lien entre modèle familial et genèse de l'anorexie. Pour lui, non, la mère surprotectrice n'est pas responsable. Non, le père incestueux n'est pas une constante. Et non, la patiente anorexique n'a pas de fantasme incestuel concernant son père. N'en déplaise à ce que nous dit brièvement la Bible française, qui est le livre de Jamais. On voit une opposition marquée entre le continent européen, imprégné de psychanalyse, et le continent nord-américain. Pour ma part, je ne vous dirai pas de croire l'un ou l'autre. Et, comme dirait Diotime, la réponse ne se trouve probablement pas dans l'un ou dans l'autre, mais dans un entre-deux. La psychanalyse nous apprend beaucoup, malgré toutes les bêtises qu'elle a pu dire. Et la famille a un rôle majeur dans le trouble. J'en veux pour preuve que le seul traitement ayant prouvé une certaine efficacité dans ce trouble est la thérapie familiale, la thérapie systémique. Le système familial est en lien, n'en déplaise aux anglo-saxons, avec le trouble, et l'hospitalisation de la patiente anorexique, rompant ainsi le cocon, semble être à elle seule une thérapie pour bien des jeunes filles. Malgré tout, le système d'hospitalisation coercitive encore en pratique en France, dans de nombreux hôpitaux, avec une rupture familiale totale, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou encore des contrats de poids stricts, est certainement améliorable. On trouve de très belles études, canadiennes, américaines, québécoises, montrant qu'un simple changement d'environnement, sans son nasogastrique ni contrat de poids, avec des approches basées sur l'explication et l'expérimentation, ont de très bons résultats sur les jeunes nord-américaines. Une question se pose donc. La psyché rigide de l'anorexique doit-elle être mise face à la psyché plus rigide encore du soignant ? C'est un peu l'affrontement du pot de terre contre le pot de fer ? Ou bien faut-il, au contraire, essayer d'opposer à cette extrême rigidité une réelle souplesse, faisant tomber le pot de terre sur un tapis mousse, lui ôtant ainsi tout l'avantage de sa rigidité, sans le briser, mais le déstabilisant. Jamais lui-même conseille cette deuxième possibilité. Il faut toujours privilégier l'alliance. Cette solution nous semble plus douce, plus attractive, plus tolérable. Mais la réalité et la dangerosité de ce trouble nécessitent encore parfois d'adopter une position frontale et inflexible pour sauver la vie de ces jeunes filles, car elles ont faim de vivre. Pour Jamais, que je citerai encore et encore, l'anorexie est une addiction, pas de doute pour le professeur. C'est un processus addictif. Oui, mais addictif à quoi ? Au manque ? À la divine sensation de se remplir lorsque la crise de boulimie, parfois associée à l'anorexie, survient ? La question se pose. Il n'y a probablement pas de réponse universelle, car il n'y a pas deux patientes identiques. Il existe une peur permanente de céder à une crise de boulimie qui emporterait 1000 précautionneux efforts en une seule crise. Si le parallèle entre addiction et boulimie se fait aisément, je ferai pour ma part le parallèle plus simplement entre une patiente anorexique et un patient addict sevré, car les deux se privent avec violence de quelque chose qu'ils désirent, mais qui pourrait les détruire. L'un
se privant de toxiques, l'autre de nourriture. On note tout de même deux profils classiquement décrits, les anxieuses et les impulsives. Les anxieuses, premièrement, caractérisées par leur rigidité, leur discrétion. Leur anorexie est plus souvent restrictive. Leur don pour passer inaperçu et se soustraire aux yeux du médecin qui les oublierait presque dans son service est légendaire. On dit souvent que c'est pour leur profil que l'on a décrit la famille type de l'anorexie, la famille parfaite, la famille fusionnelle qui ne laisse pas de place à l'individu en tant qu'entité indépendante, en tant qu'individualité. C'est en quelque sorte la petite fille modèle au premier plan réprimant l'adolescente. De leur côté, on décrit des impulsives à la symptomatologie bruyante, variante, tantôt restrictive, tantôt boulimique, tantôt en surpoids, tantôt squelettique. Scarifiée des bras aux jambes, elle serait dans un contrôle relatif, tenterait de se restreindre, mais exploserait fréquemment en des crises boulimiques purgatives violentes, pour leur corps comme pour leur esprit. La construction de personnalité emprunterait des traits aux états limites et aux personnalités théâtrales. Leur famille serait défaillante, leur attachement insécure. C'est en quelque sorte la revanche tonitruante de l'adolescente sur la petite fille modèle. Ces modèles portent bien leur nom et doivent avoir le crédit que l'on peut porter à ce nom. Ce sont des modèles, des simplifications, des idées générales, des clichés. Comme beaucoup de clichés, ils ont des fondements, mais comme tous les clichés, ils sont par essence même frauduleux, et ne doivent être gardés que dans un coin de notre mémoire, comme des références antiques sur lesquelles baser notre sens critique. Voilà qui clôt cette partie sur la clinique. Elle n'est pas académique, mais j'espère qu'elle vous aidera à réfléchir et vous donnera quelques clés avec vos patients. Maintenant, j'aimerais parler également d'un facteur très souvent mis en avant, le phénomène sociétal, la sociopathologie de l'anorexie. Un modèle est classiquement utilisé. Il est de dire que l'anorexie est liée à notre mode de vie occidental. Je ne suis pas sociologue, mais je vais vous parler d'un exemple, d'une cohorte. L'île de Curaçao est un petit état des Caraïbes, ancienne colonie des Pays-Bas, si je me souviens bien. Et sur cette île, l'anorexie n'existait pas. Aujourd'hui encore, elle est très rare. 2 cas sur 100 000 habitants. Très peu, comparativement à nos 0,7% de la population. Mais étonnamment, une cohorte d'habitants du Curaçao émigrés aux Pays-Bas a été étudiée. Et dès la première génération de migrants, on retrouve, après quelques années, des anorexiques parmi les personnes de cette cohorte. Cela montre bien que les habitants de Curaçao ne sont pas plus sains d'esprit, puisqu'ils deviennent anorexiques au contact de notre mode de vie européen. Ce serait donc le mode de vie européen qui causerait l'anorexie, et le mode de vie à Curaçao qui serait protecteur de l'anorexie. Ce sophisme semble bien séduisant, cette logique semble véridique. Attention tout de même, peut-être est-elle fallacieuse. L'idée que je veux transmettre est que notre modèle européen fait s'exprimer quelque chose sous forme d'anorexie. Il est déclencheur d'une fragilité probablement déjà présente. Mais si quelque chose s'exprime sous forme d'anorexie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'exprimait probablement différemment à Curaçao, que notre mode de vie fait en effet s'exprimer l'anorexie selon les critères du DSM, et qu'à Curaçao, les critères du DSM ne peuvent être appliqués. Ce DSM est critiquable, et notamment concernant les pays non européens, puisque le DSM correspond très souvent à des définitions
typiquement occidentale, des pathologies et de leur présentation. Néanmoins, cette cohorte de Curaçao est intéressante, et beaucoup de sociologues la citent en exemple. Du côté de la physiopathologie, c'est plus compliqué. Même des grands spécialistes ont bien du mal à nous expliquer comment fonctionne la genèse de cette pathologie. On sait qu'il y a des fragilités, on sait qu'il y a des déclencheurs, qu'il y a des éléments, comme nous le voyions tout à l'heure, familiaux, personnels, de personnalité. On sait également qu'il existe une part génétique. J'en veux pour preuve que la vraie jumelle d'une patiente anorexique a 50% de chance, un peu plus même, d'être elle-même anorexique, alors que ce chiffre tombe aux alentours de 10% chez une jumelle hétérozygote, c'est-à-dire une fausse jumelle. Le jumeau mâle d'une fille anorexique a lui 1% de chance d'être anorexique, soit 10 fois plus de risque que les autres garçons. Il existe de nombreuses altérations métaboliques, hormonales, chez la plupart des patientes anorexiques. Mais il est difficile de savoir qui de l'anorexie ou de l'altération métabolique entraîne l'autre. Dans tous les cas, la patiente anorexique, ou le patient anorexique, est un patient fragilisé sur le plan somatique. L'hypokaliémie, la dénutrition, les troubles hépatiques, et même les troubles de l'immunité sont souvent associés. Il faudra donc rester vigilant, réaliser des bilans fréquents et très complets. Il faudra y penser et essayer de ne pas oublier de surveiller ces patients sur le plan somatique, de façon fréquente. Attention, car ce sont, comme je le disais précédemment, des patients souvent discrets, que l'on peut vite oublier. Pour terminer, je m'en vais vous parler de l'amour du savoir, de la philosophie, car Hippocrate considérait que les maladies de l'âme n'étaient en rien l'apanage du médecin, qu'elles étaient celui du philosophe. Alors philosophons un peu, car quand je pense à l'anorexie, et tout ce que nous avons dit précédemment, je me dis que pour se haïr autant, il faut peut-être s'aimer à outrance. C'est une pathologie de la dualité, où s'affrontent d'un côté le désir, et de l'autre côté la jouissance masochiste de l'insatisfaction du désir. Je me nourrissais de la faim, m'a dit récemment une patiente, alors qu'elle me parlait de son trouble en rémission. L'anorexique se nourrit de vide. Elle se nourrit d'images de cuisine, d'odeurs, de vitrines de pâtisserie, de nourriture mastiquée et recrachée. Sa relation à l'autre est semblable, désirée ardemment, mais repoussée avec autant de violence, comme si une lecture pathologique du banquet de Platon avait conduit ces jeunes filles à croire que si l'amour est désir et que le désir est manque, alors il faut manquer de tout pour aimer chaque chose. Comme si la nourriture ne pouvait les nourrir qu'en leur manquant, que si l'amour de la nourriture ne pouvait s'exprimer que par son désir, que par la faim. Comme si sustenter cette faim ferait disparaître cette relation avec cette nourriture aimée et haïe. Comme si satisfaire le corps de ce désir de s'alimenter risquait de faire disparaître la magie de la première bouchée. Cette famille que j'aime, je la rejette. Cet homme que je désire, je le repousse. Cet avenir qui est si prometteur, je le détruis. Et tout cela parce que je les aime. Et si l'anorexie n'était qu'un amour fou, un amour anormal, une dégénérescence de ce que les Grecs appelaient Eros, et que nous appelons la passion, chez ces jeunes filles, si souvent passionnées de cuisine et de pâtisserie.